Est-ce que vous l'avez ce moment où tu regardes un film et tu as cette petite réflexion de te dire: «Mais comment ils ont fait pour faire des effets spéciaux comme ça?» Ça m'a fait ça il y a pas longtemps, j'ai regardé House of the Dragon, je raconte un peu ma vie, mais c'est tellement ouf, genre comment tu fais pour avoir des dragons qui sont aussi quali, genre par quoi tu commences, comment tu designs ça, comment tu les fais bouger, comment tu les fais monter sur les trucs, enfin vraiment c'est un truc qui m'a vraiment passionné. Du coup j'ai creusé un peu après avoir vu mon épisode, comment ils font. Et non, ce n'est pas pour le storytelling de la vidéo, c'est faux. Et la vérité, c'est que le processus qui transforme une représentation d'une image 2D, ou pire une image 3D peu réaliste, sur un ordinateur en une image en haute qualité, est incroyablement hardcore. C'est un processus qui s'appelle le rendering. Et encore, on a juste parlé d'images, mais quand on parle des scènes de film, là c'est encore une toute autre histoire, il faut des GPU, des cartes graphiques de malade pour réaliser un travail vraiment professionnel. C'est absolument colossal. Pour vous donner une petite idée, à l'époque où le film Disney Ratatouille est sorti en 2006, dites-vous que chaque frame, chaque image du film a mis environ 6h30 à être rendue. Donc à passer de représentation 3D sur un PC à une image qui est jolie et agréable à regarder. 6h30 par frame. Imaginez un peu maintenant un Transformers, un Fast and Furious, un Marvel, tout ce que vous voulez, juste imaginez. Ou imaginez les dragons comme ça, dur de les faire, enfin vraiment je me répète, mais c'est ouf, tu les vois voler et tout, chaque détail est vraiment insane. Le dernier Avatar, chaque image a pris 50 heures de rendu. Un faux cadeau pour briller en société. Bon du coup j'arrête de faire le zouave, vraie question. Comment ils ont fait pour arriver à sortir des folies pareilles sans que chaque scène ne prenne des semaines si on se fie à la technologie disponible en 2006? Forcément oui, il y a eu les GAFAM qui sont encore passés par là, AWS, Nvidia, Azure N-Series, IBM Cloud, OVH Cloud, etc. La possibilité d'utiliser des solutions centralisées pour louer de la puissance, pour louer des machines virtuelles qui peuvent faire tourner des logiciels de rendu avec des GPU de fou furieux, est un marché qui est déjà très florissant. Déjà, c'est loin de concerner uniquement les jeux vidéo ou les médias plus généralement. Le plus gros demandeur de ce marché du rendering 3D, c'est l'immobilier. Les agences demandent de plus en plus de représentations 3D aussi réelles que possible pour faire des visites virtuelles plutôt que pour se déplacer. Après, dans tout ce beau monde, il y a les grandes universités qui apportent de la demande, les infrastructures médicales en général, mais aussi les sciences du vivant, les entraînements de chirurgiens et du milieu de la santé, les rendus holographiques, et évidemment bientôt les IA génératrices d'images qui auront également besoin d'un montant colossal de GPU, de puissance, pour créer moult merveilles. Le rendering est un marché extrêmement vaste et florissant. Et en fait, c'est un marché qui s'inscrit dans un secteur encore plus large qui est le cloud computing. Le cloud computing, c'est tout simplement l'utilisation de l'infrastructure que d'autres possèdent pour faire des calculs qui sont trop demandeurs pour le matériel qu'on a à disposition. Ce graphique, il date de 2020, mais on voit bien qu'entre 2013 et 2020, la part de l'infrastructure software as a service est clairement en train de prendre du galon. Bah ouais, parce que plus les IA font des images incroyables, plus les mecs qui font du marketing vont avoir du mal à afficher autre chose que de belles images générées par IA pour vendre leurs produits. Et c'est pareil pour les bandes annonces par exemple, la qualité va attirer la qualité si on veut rester aux normes du marché. Ok, bon, c'est bien tout ça, on a un marché en croissance et des acteurs positionnés dessus. Mais que vient faire Render dans tout ça ? Est-ce que c'est encore un projet qui cale de la blockchain dans un domaine qui n'en a pas besoin? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginez que vous travaillez chez Pixar et que vous avez votre nouveau projet de film d'animation à rendre. Bon bah vous allez sans problème payer un acteur centralisé qui va utiliser son matériel pour vous faire le job de rendering et vous le renvoyer. Ok, ça marche si vous êtes chez Pixar. Mais il se passe quoi si vous êtes un producteur de films débutant, que vous avez une idée absolument folle mais que vous n'avez pas de budget, que vous n'arrivez pas à en choper et que le service coûte beaucoup trop cher? Eh ben, vous avez un projet qui est déjà mort avant d'être né. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, pour faire du rendering, il faut des PC beaucoup trop puissants que personne n'a chez lui, et tout le monde est donc forcé de passer par des acteurs centralisés. Et c'est à la fois un service qui a de la demande, ok, trop bien, mais c'est des énormes barrières à l'entrée pour les petits studios de cinéma, de jeux, de création d'animation qui, eux, se retrouvent dans la sauce. Et ben, Render, c'est un peu une idée très similaire à Bit&Source si vous avez vu la vidéo. Plutôt que de forcément envoyer notre travail à des gros data centers, pourquoi ne pas diviser ce gros travail en plusieurs tâches plus petites et demander à un gros réseau de participants de le faire? Chaque membre du réseau nous aiderait, ferait sa part du travail avec la puissance dont il dispose et serait rémunéré pour ça. C'est une sorte de cloud rendering, mais en version pair à pair. Dans l'idée, il faut imaginer qu'un utilisateur veut demander au réseau un travail de rendering. Il y a un certain nombre de GPU qui vont être disponibles.
Certains de ces détenteurs de GPU vont faire savoir leur disponibilité pour prendre en charge ce travail, ou une partie, et en fonction du rang de chacun, les workers, donc ceux qui vont utiliser leur GPU pour faire ce travail, vont passer en priorité. Le réseau fonctionne sur un système de réputation, où chaque travail fini rapporte des points, et chaque travail qui a échoué, par exemple si le GPU s'est éteint en cours de route, fait perdre des points. Dans le même sens, un client qui va utiliser plus souvent le réseau render passera en priorité par rapport à un nouvel arrivant qui vient chercher son premier rendu. Au moment de demander le rendu, le client va pouvoir sélectionner son prix en choisissant les différents tiers. Vous voyez qu'on a 3 tiers différents, économique, prioritaire et trusted, et ce qui définit les tiers, ça va être un mélange entre la rapidité, la sécurité et le coût pour faire tourner les GPU qui seront utilisés. Pour mesurer la puissance de calcul fournie par un ou plusieurs GPU dans une seule unité, Render a créé ce qu'ils appellent l'unité Octane Bench. C'est en utilisant cette mesure que le prix va être ajusté. On va un petit peu plus loin dans le pricing, mais dans l'idée, ça fonctionne comme ça. Et en fonction de tous ces paramètres, un devis en token render sera envoyé au client, c'est le seul moyen de paiement autorisé sur le réseau. Donc le mec qui doit payer, j'ai n'importe quoi, 500 renders, il va les envoyer dans un smart contract qui va conserver les tokens, sélectionner les participants au rendering, puis les distribuer parmi ceux qui ont fait leur taf. Il y aura ensuite une partie qui reviendra à la Render Foundation qui s'occupe de faire tourner le réseau et de faire passer les jobs entre les créateurs et ceux qui font les rendus sur leur machine. C'est un peu un modèle similaire à celui de Quant Network, Photoshop, After Effects, etc. Ça fonctionne avec des licences. Pour accéder au réseau, il faut payer une licence, et si on veut utiliser Octane Render, c'est payant. Sauf pour les utilisateurs Mac, puisque Apple a intégré la possibilité de faire des rendus en utilisant le réseau Render avec Octanix. Il y aurait à l'heure actuelle l'équivalent de 2530 GTX 1080 et 757 RTX 4090 qui sont des cartes graphiques monstrueuses, utilisables par les créateurs de visuels à rendre. Autant dire que le projet a déjà bien mis les pieds dans le marché, que la demande est bien réelle, et maintenant on va s'intéresser au token et à la tokenomique. Pour la tokenomique, on est sur un projet qui repose sur 2 entités, le token Render et les crédits Render. Le token Render, il est autour des 2 $, 800 millions de market cap et un ATH à 8,7 $ il y a 2 ans. Globalement, l'utilité du token est très simple. Il est obligatoire pour accéder au réseau de rendu décentralisé. Point. Mais si on a un créateur qui est vraiment un casu des cryptos qui n'arrive pas ou qui ne veut pas échanger des tokens depuis un exchange par exemple, eh bien dans ce cas, il a la possibilité de passer par les render credits. En gros, un client achète ton rendu en euros, l'équipe achète des renders à ta place, elle les met dans le smart contract avant de lancer le travail pour que ceux qui vont faire le job se fassent payer derrière. Le token Render, il est pour l'instant sur le réseau Ethereum, mais il compte prochainement aller vers Solana. Vous en pensez ce que vous voulez, la raison principale c'est la rapidité. L'équipe estime que dans les rendus, la rapidité, que ce soit en termes de finalité ou tout simplement de traitement possible par seconde, doit être au-dessus de 14 transactions par seconde, ce qui est difficile pour l'instant sur Ethereum. Après, avec l'arrivée de certains relubs, j'ai un peu du mal à saisir ce choix, mais bon, ils ont peut-être des raisons implicites, je ne sais pas. Le token Render a une total supply d'un peu plus de 536 millions. L'ICO a eu lieu en octobre 2017, qui a été suivi par une vente privée en 2018, et les prix entre ces 2 rounds étaient les mêmes, 0,25 $ par render. Ici, vous voyez la répartition. Il y a 5% pour les incidents en cours de route et pour réagir financièrement en cas de problème. Les 40% plus 25% seront utilisés pour moduler la demande et l'offre sur le réseau, c'est-à-dire en gros distribuer les tokens à ceux qui font les travaux de rendu pour qu'ils puissent les vendre à ceux qui en ont besoin pour payer l'entrée sur le réseau. C'est une économie circulaire qui a plutôt bien marché, et aussi pour fournir les plateformes d'échange et les DEX en besoin de liquidité. Apparemment, ces 65% n'ont pas été envoyés à la team, mais dans un escroc. Un escroc, en gros, c'est un portefeuille qui ne leur appartient pas directement pour rassurer les investisseurs en mode « on peut pas partir avec la caisse de toute façon parce que la caisse, on la contrôle pas ». À l'heure actuelle, j'ai pas réussi à trouver ce fameux portefeuille et je ne sais pas qui le gère, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations là-dessus. Ces tokens ont gentiment intégré le marché et aujourd'hui on a 69% de la supply qui est en circulation, mais par contre, si on regarde sur Etherscan ou sur Bubble on voit que les 100 premiers holders ont 81% de la supply. Après, là-dedans, il y a forcément tous les exchanges, etc. Donc, au fur et à mesure, si le réseau continue de trouver sa demande, ça devrait se diluer. C'est une économie qui fonctionne en mode, si le réseau est vraiment utilisé, alors ça appliquera une pression à la hausse sur le prix. Par contre, c'est aussi le même principe dans l'autre sens. Le pari du projet, c'est donc de capter une demande, de la fidéliser et d'améliorer ses performances pour conquérir plus de parts de marché. Ambitieux, mais faisable.
On est clairement sur un cas d'école d'une utilisation de la blockchain. On va utiliser un registre distribué pour que chaque personne de ce réseau puisse contribuer un petit peu à la tâche qu'il y a à faire et aider quelqu'un qui n'a pas besoin du coup d'aller chercher un acteur centralisé qui va payer beaucoup trop cher et contrôler le marché. C'est exactement l'un des objectifs des réseaux distribués et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de projet comme Bitensor, comme Quant, même si c'est un petit peu différent, parce qu'en fait on peut comprendre très facilement le cas d'usage et la demande et je pense que, même s'il y a des exceptions, plus on comprend facilement le cas d'usage, plus ça veut dire qu'il y a de la demande et que le projet risque d'être adopté et utilisé dans les mois ou dans les années qui viennent. À condition évidemment d'être au point techniquement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dites-moi dans les commentaires si vous avez des tokens render. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.